Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle le dit, c'est pas moi qui l'invente. Elle n'est pas une femme de l'ombre, parce qu'elle fait du bruit. Elle en fait sciemment et à bon escient aussi, pour faire changer les choses. Elle est entière, parce qu'elle ne sait pas faire autrement. On sent tout de suite à son contact sa générosité et sa sincérité. Pas le genre à faire des détours. Elle doute aussi, mais avance. Son parcours, d'ailleurs, n'est pas forcément tout droit. Les Deux-Sèvres, les Antilles, la Bretagne, elle bouge. Le sport, c'est quand même son truc. Elle en fait ses études, à Poitiers puis aux Abîmes, en Guadeloupe. Les Antilles, elle va y rester un moment. De responsable de la gestion des activités sportives dans des villages vacances, à assistante commerciale, comptable pour des sociétés de restauration, et puis l'arrivée en Bretagne et l'implication de plus en plus importante dans la voile et son organisation. Son expérience est riche et variée. Aujourd'hui, elle est la secrétaire générale de la classe Figaro. Une classe où elle s'est posée il y a 7 ans et elle ne chôme pas. Quand on lui demande de résumer son rôle, le verbe aider revient sans cesse. Généreuse, on vous dit. D'ailleurs, elle a un petit truc aussi. Madame distribue des bonbons sur les pontons. Sans doute que ça rassure. En tout cas, ça met une ambiance. Elle est maman aussi, pas forcément conventionnelle, comme elle dit. C'est comme ça lui va bien. Éléonore Jody de Grissac est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Éléonore. Bonjour. Tout va bien? Oui, oui, ça va. Ça va toujours. T'es un peu angoissée par ce podcast ou ça va? Ça va, c'est la concomitance avec, l'arrivée récente des Antilles, qui fait que voilà, mais non, non, ça va. Oui, Je c'est suis ça ce que tu disais, ça fait, 20 jours que tu es loin du, 20 jours que tu es loin du bureau, ça fait, beaucoup? bah, oui, oui, vous enfin, comme tous les parents quand ils s'en vont là, il y a tous les enfants qui tapent à la porte. Non, non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est c'est juste, voilà, ça va aller, Mmh, promis. tout va bien. Bon, je vais commencer avec ma question rituelle. Si je te dis la voile et les femmes, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me dis? Eh bien, de plus en plus de place, pour les femmes. Je pense qu'elles font elles-mêmes, le job, d'y venir. Elles y ont toujours été, enfin, en tout cas, dans l'ère moderne, notamment de la course au large et puis j'aime bien toutes les initiatives et notamment celle de la classe, Figaro Beneteau pour, les aider, à y parvenir et notamment cette, Transat Paprec qui vient de se terminer avec, 19, garçons et 19 femmes. Ouais, évidemment, on va en parler de cette transat, mixte, effectivement. Mais avant, on va revenir, au début. Tu as grandi dans quel genre de famille, Éléonore? Parce que Jody de Grissac, c'est pas mal comme nom de famille quand même, hein? Oui, c'est temporisé par le fait que ma maman, le nom de famille de ma maman, c'est Petit. Donc ça permettait de rester un petit peu, détendue par rapport à ce patronyme pas toujours simple
à avoir, c'est pour ça que d'ailleurs que je m'appelle Éléonore parce que ça fallait pas que ça fasse trop bancal, donc je suis dans une fratrie, je suis l'aînée, j'ai une petite sœur qui s'appelle Émilie et un frère qui a 9 ans de moins que moi qui s'appelle Benoît. Voilà, on est une famille incroyable, un papa nantais, d'où, la voile un peu récurrente, toujours avec une maison de vacances à Saint-Brévin et une maman, voilà, de la campagne, de la Mayenne, des parents garagistes, heu, des gens aimants, fantastiques. Enfin voilà, c'est 2 facettes et voilà, je dis toujours que mes parents ont accueilli énormément de mes amis, qui avaient un petit peu des misères dans leur vie parce que moi j'ai toujours voulu partager ça avec tout le monde parce que, j'ai eu une chance, extraordinaire, d'avoir des parents aussi, chouettes, qui, très très présents, toujours dans l'échange. C'est voilà, j'ai eu beaucoup de chance donc je le partage et peut-être que ça participe aussi de mon attitude à l'endroit de tous aujourd'hui. J'ai lu une phrase, j'ai bien aimé quand tu dis, c'était une lettre de remerciement que tu faisais et tu disais, «Merci à ma famille et mes parents qui ne m'ont jamais censurée dans ma spontanéité, dans mes envies». Ouais, je crois que ça, c'est très, très important et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais beaucoup à l'endroit des adhérents qui sont à la classe, parce qu'on est dans nos quand on se construit, pour certains d'entre eux, ils sont très, très jeunes, hem, j'ai l'impression parfois que les uns les autres, mon fils, tous les adolescents et les enfants disent, on leur propose: «C'est bien, c'est mal». Et en fait, il y a pas de c'est bien, c'est mal. Il y a voilà, il y a parfois, bah, des choses qui sont inappropriées à certains moments et moi, on m'a appris ça, on m'a fait part de ça quand j'étais enfant et je pense que c'est capital pour tout le monde, Pour la suite, c'est pour se pour la construire. suite. La mère, elle avait quelle place justement, dans la famille? Elle avait une place, énorme, en tout cas du côté de mon papa. C'est un grand Et passionné ton papa oui, alors de c'est un sujet qui est difficile pour moi. Ça fait 11 ans mmh. qu'il s'est décédé, mais j'arrive toujours pas. Bon alors en tout cas, c'est la voile et la mer, c'était quelque chose d'important dans votre famille. Toi, tu as navigué, jeune? J'ai navigué jeune, alors je suis pas un super marin parce que j'ai toujours préféré m'occuper des autres que de faire pour moi, mais c'est vrai que j'ai eu un optimiste, qui s'appelait le Piot, qui D'accord. avait acheté, des gens à Saint-Brévin et qu'on était une grande famille, donc dans cette famille Jeudi de Grissac, là où il y avait, plein de les frères et sœurs, tous les enfants et c'est vrai que j'avais un peu le droit de pas être trop aux heures des repas parce que quand on est nombreux, parce que j'allais, faire un petit peu d'optimiste, là-bas, dans la grande vasière avec mes chaussures méduses là et j'ai adoré, ce moment un peu, de liberté, d'être toute seule à faire mon truc, voilà, c'était sympa. Après, on a navigué toutes les vacances, les 3 semaines de vacances de mon père qui était, qui avait une qui était directeur d'une coopérative agricole de champignons. C'était vraiment un truc ultra prenant et ma mère, même si elle aimait pas trop le bateau, elle venait parce qu'elle savait que pour lui, c'était vraiment le moment parfait. Donc on partait en famille, 3 semaines, de port en port, voilà avec, et moi je me suis toujours sentie, bien sur l'eau. C'est un endroit où, je me sens apaisée et voilà, je peux comprendre. Tu savais que ça ferait, d'une manière ou d'une autre un jour, partie de ta vie à ce point-là? Non, non, je l'avais jamais envisagé. C'est juste qu'aujourd'hui, de faire ce métier et d'être là, ça donne un sens à tout le reste de ma vie parce que c'était un peu décousu et finalement chacune des expériences et toutes les choses que j'ai fait, même depuis, j pour ne rien vous cacher, j'ai j'étais dans une poussette au départ de la première re solitaire, hein, qui s'appelait, La heu, route de l'aurore? la La re course de l'aurore? donc tout ça, finalement, se rejoint, mais c'est vrai qu'avant je non, j'avais pas imaginé que je pourrais faire un truc pareil. Des fois encore, parfois encore, je me dis: «Mais c'est incroyable». C'est le syndrome de l'imposteur d'être là.
Oh bah non, toi aussi alors tu l'as ce syndrome de l'imposteur, mais Non, non, mais non. c'est pas une Bon, maladie orpheline. on va dérouler justement, ce parcours comme tu le disais où il y a eu, finalement beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, diverses et variées et très riches. Alors d'abord, ça commence par des études de sport, hein, c'est ça? À Poitiers, le STAPS, tu avais quoi en tête, à l'époque? Moi enfin j'avais envie de faire plein de choses et finalement ce que me renvoyait mon entourage, ma famille, c'était, «Mais faut que tu sois prof de PS, c'est génial, c'est vraiment fait pour toi», voilà. Une partie de ma famille, était pas forcément, à l'aise avec le fait d'être professeur, mais je me disais que oui, c'était pas mal. Après j'ai fait un bac, A2 qui est lettres et langues avec, voilà, c'était pas forcément très adapté, donc j'ai eu un petit peu de mal, sur la partie, des maths, notamment dans cette, filière en STAPS. J'étais option judo. Le prof de fac d'ailleurs, dans l'amphi disait, «À part Éléonore qui n'a pas compris». Donc Sympa, c'était ça assez stigmatise pas du tout déjà ça. mais ça a été des études extraordinaires. J'ai gardé des très, très bons amis, encore, de cette période et et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. J'ai poursuivi après avec quelques brevets d'État aux Antilles, mais j'ai adoré cette période de ma vie et puis le judo, qui était, une activité que j'ai fait un peu par hasard, quand j'avais 8 ans parce que, une de mes voisines, faisait ça et comme on habitait à la campagne, c'était pratique pour les transports et finalement, elle a arrêté et moi j'ai poursuivi cette activité, pendant longtemps. Le judo, c'est vraiment, une école de vie. J'encourage tous les parents qui ont des enfants jeunes à faire ça aussi, hein, parce que la voile, c'est fantastique, mais par rapport à, cette justement ce que ça apporte de cette attitude par rapport aux autres, on refuse pas un combat avec quelqu'un de plus gradé, tout ça, j'ai l'impression que ça pose un petit peu, un cadre, qui est parfois absent et ça m'a apporté énormément. J'ai adoré faire du judo. Pourquoi les Antilles, Éléonore? Je me suis mariée à 25 ans avec, quelqu'un qui a été muté, aux Antilles pour son travail. Moi, je me voyais pas trop, là-bas, plage et cocotiers, ça m'attirait pas plus que ça et j'ai découvert la forêt tropicale et donc ça, c'était génial, voilà et ensuite, je suis restée. Notre histoire, s'est terminée, mais moi, je suis restée parce que j'avais trouvé du travail, dans une rivière en rencontrant des gens qui faisaient du sport aventure et donc je suis restée là-bas. J'ai fait plein de formations, au CREPS, des Antilles Guyane et je suis restée, voilà, j'étais partie pour 2 ans, j'y suis restée 20 ans. On peut parler justement de ces différentes expériences, ces différents, métiers que tu as pu faire, aux Antilles? Parce que c'est vrai que c'est très varié tout de même. Oui, et j'ai bien conscience que ça a ni queue ni tête, C'est pas ce que j'ai dit que c'était varié, c'est pas pareil. bah, disons que quand je suis arrivée, je j'ai cherché du travail. J'avais pas forcément besoin de travailler puisque mon conjoint avait une situation, mais moi je me voyais pas rester, posée, C'était pas le genre. non, non, c'est j'existe beaucoup par mon travail. Certains trouvent que c'est une pathologie, moi je l'assume entièrement et donc je suis devenue, très vite, guide touristique. Alors c'était assez drôle comme je connaissais pas super bien l'endroit, mais j'ai à peu près fait tout ce que je pouvais. J'ai passé une unité de valeur à la fac aux Antilles de végétation tropicale, et puis après le fait que je baragouine pas mal de langues, voilà et je me suis attachée à aller, dans des bus, écouter des guides, qui faisaient des visites et puis après traîner, dans la campagne partout, passer, mon temps, à crapahuter, dans les petites montagnes, mais notamment la Soufrière pour, comprendre, le mon environnement et puis, les gens aussi, passer beaucoup de temps avec les gens pour m'imprégner de tout ce qui se passait aux Antilles. Alors guide touristique, ça veut dire donc, la campagne, la forêt, la mer, du kayak, mais aussi les distilleries et j'ai Mmh. eu la chance de faire visiter pendant pas mal d'années une distillerie, la distillerie Longto pour ne pas la citer. Ce sont des gens, incroyables et de faire visiter cette distillerie aux gens en ayant entendu les discours, de
de toutes les générations et moi, j'avais fait ma petite histoire à moi, pour, en prenant tout ce qu'ils avaient, tout ce que j'avais entendu des uns et des autres et c'était génial. Voilà, donc ça, bon, pour commencer, donc guide, touristique, et j'arrivais de à l'origine, je devais travailler peut-être pour Pierre et Vacances, pour qui j'avais bossé en métropole, hein, dans les villages vacances et puis finalement ça s'est pas fait. Donc j'ai fait ça et ensuite, j'ai fait de la location de bateaux à voile. Donc là, on commence à retrouver un petit Ouais. peu, pour la filiale nautique de Nouvelles Frontières, VPM. Ça, c'était un job, je crois que c'est le job que j'ai vraiment préféré dans ma vie, heu, en dehors de En celui. dehors de ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est un travail qui t'a particulièrement, rempli, si je puis dire? Comblé? J'ai l'impression que ça tient aussi, aux équipes, le fait de travailler vraiment en équipe, avec, des gens, vraiment disposés à transmettre. J'ai commencé à naviguer à ce moment-là, à faire des petites régates saucissons avec, le chef de quai, les uns les autres et à apprendre à en fait, je me suis rendu compte que je savais faire plein de choses sur un bateau, mais ben, voilà, mon papa était pas trop dans le il avait un peu la trouille et donc il faisait lui les choses et mais en fait l'observation, là je me suis rendu compte que je savais faire des choses et j'adorais ce milieu-là. Je sais pas, c'est tout était là, je le fait de faire les plannings, d'avoir, ça me correspondait parfaitement, c'était très adapté, voilà. Je me souviens encore, aujourd'hui de comment j'étais habillée pour l'entretien que j'ai fait avec, Bruno Voisard et Sophie, donc c'était vraiment, un sacré enjeu, pour moi. Tu étais habillée comment? J'avais un petit débardeur, blanc et un pantalon, kaki et marron avec des petites rayures, tu vois? Et ça, c'était, oui, c'est il y a une vingtaine d'années? Ouais, un peu plus même. Ah, même un petit peu plus de 20 ans. Tu t'es sentie, très vite à ta place, tu pas eu, voilà, d'être une femme qui arrive aussi dans ce milieu-là, ça n'a jamais été un problème? Bah, encore une fois, c'est comme le bateau, c'est-à-dire que moi, je suis toujours rentrée par là où, sont les femmes et puis après j'ai grappillé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à naviguer, ben, j'ai proposé de faire les sandwichs et puis finalement on m'a mis à GV. Quand, je suis arrivée, chez VPM, j'étais secrétaire et voilà et puis, bah, il manquait une hôtesse ici ou là et je suis allée, voilà, faire, les vierges, les grenadines, en étant un peu hôtesse marin et voilà, je suis pas quelqu'un qui va tellement dans le conflit. Donc je rentre par la petite porte, qu'on me propose et puis après, tranquillement, je vais, voilà, si je pense que je peux le faire, hein, je prétends pas plus que je peux faire. Mais tu fais ta place, quand même, voilà, Oui, gentiment, c'est gentiment, ça, sans conflit. je Bon, déteste. alors après, il y a quand même un passage, qui m'a, intriguée, donc marché Caraïbes, hein, si je me trompe pas, pendant un petit paquet d'années quand même, où là, tu travailles, si je lis bien, hein, pour, donc Caraïbes, Fumée, donc on est dans la fabrication de produits de la mer et puis, marché Caraïbes où là, tu vas travailler pour, donc c'est une société qui est distributeur pour les restaurants. Hem, donc là, on est dans complètement autre chose, Éléonore? Alors là, c'est là que ça commence avec, les marins de la course au large. Parce qu'en fait Ah ouais, d'accord, voilà, là, ça s'appelle Cap Créole. C'est alors donc Marché Caraïbes et Caraïbes Fumées, ce sont 2 sociétés qui ont été montées par des copains, qui sont l'une fabrique du poisson fumé, des rillettes de poisson fumé et l'autre les distribue. Donc je d'accord. suis quand je suis arrivée, à Caraïbes Fumées, très, très vite, Frédéric et Olivier, que je tiens à saluer au passage, ont créé cette société, hem et donc ces 2 personnes ont monté cette boîte aux Antilles pour faire, du poisson fumé, avec des espèces locales, des grands pélagiques, du thon, du marlin, du thasard, de la dorade et des rillettes, voilà, ils avaient goûté une rillette incroyable et ils se sont dit: «On va faire ça». Ils ont plus ou moins commencé dans un garage et en fait, voilà, ça a grandi, grandi, ça a bien plu
et pour les arrivées de routes du Rhum, successives, hein, tous les 4 ans, on a commencé à voilà, j'ai commencé à les traîner sur la marina, d'où je venais puisque j'avais bossé à la fois pour cette société, Spordav et de qui était basée à la marina, puis pour la voile. Donc j'avais un peu mes entrées et j'étais assez à l'aise là-bas et j'ai commencé à les proposer mes produits aux uns et aux autres, voilà, avec, plutôt beaucoup de succès. C'est comme ça que j'ai commencé vraiment à rencontrer des gens du monde de la course au large qui gardaient mon numéro, d'une fois sur l'autre en disant: «Ah nous, on veut du bon poisson comme ça», voilà. Donc oui, ça, c'était une expérience incroyable. Donc on m'appelait la poissonnière et vous pouvez parler à tous les ministres de 2013 et 2015. Ils s'en souviennent très bien. On a plein de photos avec mon grand couteau, mes poissons, voilà. C'était, vraiment le lien, avec la voile. Oui, puisqu'on rappelle, tu as travaillé, sur les arrivées et l'organisation des arrivées des mini transats justement, 2013 et 2015. De ces arrivées de route du Rhum, de cette organisation de l'arrivée des mini en 2013 et 2015, il y a des choses qui commencent à te titiller un peu sur, bosser un peu plus dans ce milieu-là? Heu, En fait, ça se fait entre 2013 et 2015. C'est-à-dire qu'en 2013, c'est un petit peu le hasard. J'ai rencontré, quelqu'un aussi à qui je dois énormément, c'est, Gwen Chapalin et donc Anne, qui sont arrivés en 2013. La course avait un mois de retard. C'était, pas très simple pour eux. Comme je dis souvent, notre, ministre des sports local, en Guadeloupe, était pas là pour des tas de raisons. Donc il y avait une énorme tente qui était à la marina et puis un peu rien en dessous parce que le lien avait pas trop été fait et donc moi avec, des amis, avec qui je naviguais, on est allés, voir ces gens qui venaient de débarquer de l'avion un petit peu en stress parce qu'il y avait rien qui était là et on leur a dit: «Ben, on va vous aider. Nous, on trouve ça génial que les minis arrivent ici et on va pas vous laisser comme ça». Donc moi, j'habitais dans une petite maison pas très loin. J'ai descendu mon canapé en palette, mes trucs en voile, voilà, un frigo, et puis, voilà, il y avait aussi, Delphine Argenton et Camille, on a fait, vraiment ce qu'il fallait, pour les aider, donc mon patron de l'époque avait mis une certaine quantité de poissons fumés à disposition pour pouvoir, faire les arrivées. J'ai une copine qui avait récupéré des calebasses dans mon jardin, Mmh. pour apporter, des fruits. Enfin, on a fait en sorte que chaque personne qui arrive puisse avoir un petit truc et que ce soit sympa et Gwen Chapalin ne s'y est pas trompé. Il s'est dit: «Tiens, celle-ci, on va se la garder sous la main». Et donc 2 ans plus tard, on a fait vraiment quelque chose d'officiel où là, j'ai, vraiment, fait un partenariat avec eux, et notamment grâce à Cap Créole et à Fred et Olivier qui ont trouvé ça sympa, de donner un coup de main pour les arrivées. Mais voilà. Donc en 2013, j'y pensais pas, mais en 2015, je En me suis 2015, ça commençait à devenir extrêmement concret. Ça dit quoi de ton caractère et de ta personnalité, Léonore? Ne serait-ce que l'exemple que tu viens de raconter. facilitatrice? Je sais pas. Il y a des c'est quelque chose qui est inné. Je crois que j'ai toujours fait ça. En tout cas, même Mmh. avant que je m'en souvienne, mes parents, ma famille, mes amis disent ça de moi, que que je fais ça. Enfin, ça m'est difficile de voir, alors là, on n'est pas sur un sujet, grave, Bien c'est sûr. des bateaux et cetera, mais quand je vois qu'il y a une situation qui est compliquée, enfin, tout ce qui est en mon pouvoir pour faciliter, je le fais et j'aime bien faire ça. C'est ma valeur ajoutée, je crois. Altruiste aussi du coup, parce que si on est facilitatrice, c'est on est un peu beaucoup altruiste. Oui, 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 bah, voilà. Mon fils dirait peut-être trop parfois. C'est vrai, pourquoi? Ah, ça va mieux parce que c'est un grand garçon et que je crois que malgré tout, il est fier, mais parfois il trouve que je fais trop pour les autres, mais je sais pas faire autrement. Le retour, des Antilles, qu'est-ce qui va te décider à revenir, en métropole, Éléonore? Mon papa est décédé en 2014 et ça faisait déjà un petit moment que je me disais que
que j'allais rentrer. Il fallait aussi régler avec le papa d'Étienne, un peu les détails. On vivait plus ensemble, mais on est très, très amis et c'est quelqu'un que je respecte énormément et je voulais pas il fallait trouver une solution pour Étienne, qui avait, 10-12 ans à l'époque, pérenne, un truc que tout le monde valide, donc ça a pris un petit peu de temps, mais on a fini par faire ça. Étienne a choisi de venir en métropole avec moi et ça s'est fait un peu, naturellement. C'est-à-dire que, voilà, quand tu es loin et que tu apprends au milieu de la nuit que ton père est décédé et que ta f moi, ma famille me manquait aussi, hein, même si, j'habitais pas c'était faisable de venir, et que notamment à l'époque de VPM, je venais beaucoup, beaucoup, en métropole, enfin je m'imaginais pas, terminer, mes jours, aux Antilles. Pour moi, c'était clair que j'allais rentrer et puis un petit truc aussi, c'est que je voulais rentrer avant 50 ans pour pouvoir trouver un travail parce qu'on sait très bien que d'ailleurs, là, on est un peu plus égaux avec les hommes, que ce soit un homme ou une femme, quand il est 50 ans et que tu es sur le marché du travail, c'est plus compliqué. Donc 47, c'était pas mal. Donc j'ai fait ce retour, voilà, avec, pas vraiment de plan ou en tout cas un plan que j'ai, un peu annoncé à tout le monde. Un truc que je savais qui irait pas au bout, mais encore une fois, ça faisait plaisir à mon entourage de savoir que je partais pour travailler dans le milieu de la course au large et j'avais besoin Mmh. que tout le monde valide, qu'ils soient contents pour moi, qu'ils ressentent pas, comme certaines personnes ont pu me le dire: «Tu nous abandonnes». J'étais pas du tout à l'aise avec l'idée de les abandonner. J'avais envie qu'ils soient contents pour moi, que j'aille, faire, autre chose ailleurs, enfin que je rentre en métropole et c'est ce qui s'est passé. Alors que je savais que ce projet n'aboutirait pas. Et c'était quoi le projet? Non, tu veux en parler ou pas? Bon, non. D'accord. Mais tu dis ceci dit, tu dis, «La famille de la course au large, m'a accueilli, à mon retour des Antilles». Ça se passe comment justement? Parce que, voilà, quand on a vécu, 20 ans aux Antilles, on se retrouve, tu arrives en Bretagne d'ailleurs directement? Alors c'est un peu bizarre, je suis allée à Pornichet parce que j'avais, un plan logement, qui était, facile et puis en fait, non là-bas ça s'est pas vraiment trouvé. Je Dans ma tête, j'avais envie de venir à Lorient, mais j'ai passé le premier hiver un peu en mode de grosse déprime. Bah, Hem, pas facile non plus, hein, ceci dit, la transition j'imagine et puis, oui, voilà, tout enfin 20 ans, recommencer quoi, voilà. 20 ans, c'était ouais, c'était pas très simple, mais je crois que j'avais besoin de faire un espèce de sas, dans un endroit où j'étais un peu toute seule, de prendre du temps, en tout cas de l'extérieur, ça a fait un peu, paniquer mon entourage parce qu'ils avaient pas l'habitude, que je sois aussi, distante et toute seule, mais peut-être, j'avais besoin de ce temps, je sais pas, une espèce de reset, voilà et après je me suis dit: «Bon, je viens à Lorient parce que c'est là que ça se passe». Mmh mh. Je connaissais une seule personne à Lorient, donc voilà, le hasard a fait elle m'a loué son appartement. J'ai habité un temps avec ses filles et puis, voilà et que et je suis arrivée ici, au début, je suis allée, sur la base là et puis, aller, dire aux gens: «Bah, voilà, moi je veux travailler. Je sais faire des trucs, il y en a d'autres que je sais pas faire, enfin j'ai envie d'apprendre». Donc j'ai bricolé un peu sur le projet le projet Vendée Globe de 2016 de Conrad Coleman et Ouais. là j'ai rencontré, Jay, Cyril, tout un tas de gens et puis après, ben, petit à petit, les gens notamment de cette mini transat, de ces mini transats m'ont croisée un peu en me disant: «Ah bah, tu es par ici». J'ai fait une première mission, super rigolote, pour Jean-Pierre Dick. Je suis allée chercher, je suis allée chercher les foils, chez Persico en Italie En Italie, d'accord. et c'était marrant, voilà et puis petit à petit, les gens se sont dit: «Oh voilà, bon, elle a l'air débrouillarde», et puis il se trouve que, j'ai été présentée à Yannick, Livory qui à ce moment-là cherchait à faire revenir la classe Figaro-Beneteau à Lorient, elle était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisque ça Mmh. avait du sens avec Beneteau et tout ça. Mais il y avait de moins en moins de Figaro, en En Vendée? Vendée, donc ça avait plus de sens parce que c'était entre Port-la-Forêt et Lorient
et donc il fallait trouver quelqu'un pour remplacer, Mathilde, qui elle, restait en Vendée, qui soit à Lorient et voilà. Donc j'ai fait, un petit entretien, voilà. Il y avait avec les gens de la des commissions, avec les coureurs et à l'époque, il y avait, Johan Richomme, Nicolas Lulven, Charlie, voilà, qui ont dit: «Oh ouais, c'est pas mal, elle a l'air d'avoir un peu de bouteille, on va voir ce que ça donne». Alors justement, on va y revenir à ça. Moi, j'ai quand même juste une petite question. Hem, Dans cette période-là qui est quand même, pas anodine de quitter, 20 ans d'une vie aux Antilles et puis de revenir et de se dire: «Bon, pas qu'on reparte de zéro parce que toute l'expérience acquise, c'est pas zéro, mais il faut quand même se refaire quand même un réseau, il faut aller toquer aux portes», est-ce qu'il y a du doute qui s'installe? Est-ce qu'il y a de la peur de pas retrouver du travail qui s'installe et si oui, comment est-ce que toi tu contrecarres tout ça? C'était plus la peur de pas trouver un travail, intéressant, satisfaisant parce que j'y mets toujours, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie et cetera. Mais pas trouver du travail, enfin, je savais que s'il fallait faire des ménages ou travailler en restauration, enfin, dans une région comme ça, il y a j'allais forcément trouver et puis, j'avais pas de problème, moi, j'ai travaillé à l'usine, chez mon père quand j'avais 16 ans, donc je savais que, enfin, je pourrais toujours, mettre à manger dans l'assiette d'Étienne, payer mon loyer. C'était voilà, après oui, c'était de ne pas trouver un quelque chose, Qui qui me t'anime? qui m'anime, ça me stressait un petit peu et surtout quelque chose qui soit un peu dans le temps. C'est-à-dire que, je devenais, vraiment toute seule, chef de famille et j'avais besoin d'avoir, un contrat à durée indéterminée, d'y mettre toute mon énergie pour qu'on me garde. Parce que, voilà, c'est travailler dans une équipe, on m'a fait des propositions, souvent, mais un projet qui s'arrête tous les 2 ou 4 ans, j'avais un peu la trouille de ça et donc pour moi, là, c'est sûr que c'était parfait comme proposition. Quand tu, entres dans cette famille de la classe, Figaro, hem, est-ce que tu as des idées toi en tête? Est-ce que, il y a des choses que tu as envie de mettre en place? Heu, comment tu intègres cette famille-là? Alors ça c'est j'ai pas eu tout de suite, l'occasion d'avoir des idées parce que, j'ai eu 2 mois de passation pendant lesquels je suis allée, en Vendée toute la semaine en lâchant mon fils de 12 ans, tout seul dans un appart, dans une ville qu'il connaissait pas avec des voisins incroyables qui ont fait le job mais en ça beaucoup de chance, voilà Cœur sur les voisins. ouais, ouais. Et donc je suis allée, en Vendée, et là, il fallait qu'en 2 mois, je récupère, 20 ans d'histoire, de voilà, que je fasse le déménagement de cet endroit, que je comprenne, comment ça marchait, enfin, parce que là, en gros, alors il y avait Estelle, Gravelot Gravelot? qui est toujours, autour et qui a toujours, été, d'une bienveillance, rare, pour m'aider quand je comprenais pas un truc et puis, bah, il y avait plein de choses que je comprenais pas parce que c'était, bah, toute cette histoire, en fait, toutes les choses qui sont pas forcément écrites, et qui sont aussi pas forcément, en numérique parce que c'était avant. Donc avant 2003, on n'a pas grand-chose, avant l'arrivée du Figaro, 2 et puis c'était aussi une grosse période de transition où on avait la classe, et Yannick avait commencé avec, Johan Richomme à travailler sur le nouveau bateau. Les appels d'offres étaient faits, tout mais voilà, je me suis retrouvée avec ce truc, heu, en assistante, hein, en effet, c'est pas moi qui étais du tout, sur le devant de la scène, mais gérer la fin du Figaro 2 et le début du Figaro 3 et apprendre en même temps. Ça s'est fait comme ça. J'avoue que j'ai écouté des heures et des heures de conversations enregistrées, par Mathilde, voilà, ouvert, dans les drives, tous les documents, lus avec une appétence, un besoin de comprendre et de ce qui se passe et ce qui se raconte. Enfin, parfois sur certaines courses,
j'ai vu des gens me dire: «Oh mais non, mais enfin, tu peux pas savoir, tu étais pas là». Tu voilà. Donc oui, oui, ça s'est fait comme ça, dans le temps parce que plus ça allait et plus je trouvais ça passionnant et que j'entendais bien que sans le wagon du passé, c'était difficile de comprendre. Donc j'ai lu, 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 qui est aussi quelque chose que je fais dans la vie, je lis pas que des trucs de bateau, hein. Qu'est-ce qui te séduit, dans cette classe? Qu'est-ce qui continue de te subjuguer? La monotypie, moi je c'est la seule, classe de course au large qui est monotype et ça c'est vraiment, quelque chose qui me qui m'anime, qui me je crois que j'ai un vrai problème avec l'injustice et j'ai l'impression que le à armes égales, ça répare, quelque chose. En tout cas, enfin, quand les sports avec des juges, c'est il y a toujours un côté un peu subjectif et je me dis que en tout cas, moi, ça me parle. Je vois bien que pour les gens qui viennent de la voile olympique aussi, c'est, rassurant. Il y a un côté, voilà, maintenant c'est moi qui vais devoir faire parce que, on a tous les mêmes bateaux donc heu, je ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de faire les choses, le mieux possible et de transmettre aux adhérents l'importance, qui est entre leurs mains, de conserver ça et de faire eux le job, voilà. Éléonore, tu as, on va évidemment parler de ton précisément, hein, de ton rôle, de qu'est-ce que ça veut dire être secrétaire d'une classe, mais avant, j'aimerais savoir ce que tu as comme, comme lien avec, les marins. On a parlé des bonbons tout à l'heure, une anecdote que j'ai lue dans beaucoup d'articles te concernant. Hem, il y a quoi derrière cette distribution de bonbons, en fait? Alors c'est assez drôle, mais je suis pas du tout à l'origine de ça. D'accord. Quand je suis arrivée, Mathilde, elle distribuait des carambars et voilà. Après, ben, comme tu le disais, de mes mots, pour l'avoir lu, dans un message sur LinkedIn, moi, peut-être que je fais un peu plus de bruit. Tu vois, ça permet d'éloigner les trucs, compliqués autour. Quand tu fais du bruit, tu marches, tu avances et au moins les gens savent que tu es là. Donc pour te mordre, il faudra enfin voilà, qu'ils sachent que et les bonbons, bah, j'ai fait perdurer ça, je l'ai fait grandir parce que je me suis rendu compte que c'était, un petit moment, un petit rituel, qui avait l'air de convenir, à tout le monde et oui, j'ai ce côté un peu, voilà, de nourrir les gens aussi, alors évidemment, c'est du sucre et c'est pas très bien, mais ouais, le symbole est pas mal. J'essaye depuis, 2 années, hein, les adhérents pourront confirmer, de mettre une boîte avec des amandes et des noisettes, au-dessus, puis la boîte de bonbons en dessous. Mais bon, voilà, alors, certains prennent les amandes et les noisettes, mais beaucoup vont chercher dans la boîte en dessous, voilà, mais oui, oui, c'est un rituel, ah ouais, qui finalement a beaucoup plus de sens que ce qu'il y paraît, hein. C'est voilà. À une époque même, je savais, le poids du petit paquet de fraises Tagada parce que j'avais un ou 2 coureurs qui étaient un peu, un peu au taquet sur les Obsédée poids par le poids? embarqués. Ouais et donc c'était celui qui était le plus léger et voilà. Ouais, mais comme et tout à l'heure, quand on a commencé, tu as dit, il y a les enfants qui viennent toquer à la porte. C'est quoi? Tu es leur, tu te considères comme leur maman? Disons que c'est la figure maternelle, c'est ce qui représente le plus, ça et que c'est eux enfin, qui ont commencé à m'appeler maman et cetera. Dans la plupart des cas avec, même, parfois des petites remarques de leur propre maman, sur les départs des courses, qui très vite m'ont dit: «Ah finalement on est assez contentes que que quand on n'est pas là, tu te comportes, comme nous», hein, de façon un peu, inconditionnel. En fait, souvent on me dit: «Bah, est-ce que tu as des chouchous? Est-ce que tu as des préférés?» Et évidemment, je me retranche derrière cette position de, quel parent a un enfant préféré? Donc non. Et voilà, c'est alors oui, ça peut faire,
râler, certaines personnes qui disent que j'en fais trop, que voilà, mais franchement, je suis à l'aise avec ça. Je l'ai toujours dit, c'est ma patte, c'est ma façon de faire. Ce poste, il pourrait être tout à fait envisagé autrement. Il l'a été, Mmh. par les unes et les autres, il le sera, après moi. Mais voilà, je sais faire comme ça et je vois vraiment, une progression de chacun entre le moment où il rentre, dans cette classe et où il s'en va avec, alors j'ai l'impression que ça marche quand même la bienveillance, pour faire passer des messages. Alors, c'est pas toujours le cas. Heu, ça m'arrive de me fâcher, en off, hein, bien sûr, mais c'est sûr que c'est pas ce qui en tout cas, c'est pas ce que je sais faire le mieux. Quand on est, secrétaire générale, d'une classe et en l'occurrence de la classe Figaro, hem, quelle mission a-t-on, Éléonore? À l'origine, c'est vraiment un poste, administratif, qui est, une mission de coordination avec, la Fédération française de voile, qui organise notre championnat de France élite de course au large, avec, les organisateurs, des courses et puis ensuite, toute la partie, administrative, liée à, toutes les choses, que les skippers doivent avoir pour pouvoir partir sur une course, c'est-à-dire, les diplômes, les de que pour leur sécurité. Voilà donc il y a eu, à l'arrivée du Figaro 3, une base de données, qui a été, mise en place, où on a travaillé, conjointement, mais c'était surtout à son initiative, par Yanning, pour, répertorier toutes les informations de tout le monde et donc je suis vraiment chargée de tenir ça à jour, voilà, parfois, le cross m'appelle, parce qu'il y a une balise qui s'est déclenchée quelque part, dans notre, coin et je vais voir dans ma moulinette, si j'ai le numéro de cette balise pour savoir à qui elle appartient ou à qui elle a été prêtée et donc voilà, c'est la coordination de tout ça, avec, avec, tous les toutes les personnes qui interviennent et toutes les entités, qui font que, on va, du départ, préparer les bateaux, les faire vérifier, s'assurer qu'ils soient à la jauge et puis, toute la partie des skippers et voilà l'administratif, la comptabilité, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est chouette. Tu es dans quel état toi pendant, une étape de solitaire ou une transat, Paprec par exemple? Alors ça va mieux, je travaille sur ça aussi. C'est vrai que oui, il y a des moments où c'est terrible parce que c'est le sport, parce que, c'est un sport mécanique et que parfois des gens, qui ont en fait, chacun des coureurs, garçons et filles, mettent, une énorme énergie, à pouvoir venir, sur les épreuves et je crois que je suis la personne qui le sait le plus. C'est-à-dire que chaque entourage, de skipper le sait pour son ou sa, protégé, mais moi je le sais pour chacun d'entre eux et donc c'est sûr que je vois se réduire à à rien parfois, quand, un projet, quand, il y a, quelque chose qui casse et c'est super difficile. Quand on a une arrivée de solitaire, à Roscoff où, il y a plus d'air et que un Mmh. truc est dingue. Je vois aussi, l'énergie de ouais, des directeurs de course. Enfin, on partage avec ces gens-là et je oui, je suis super contente pour ceux qui font des super résultats. J'encourage ceux qui font des résultats qu'ils ont peut-être trouvé moyens en essayant de leur faire observer toutes les choses incroyables qui et chouettes qui se sont passées parce que je crois qu'on peut pas avancer si on reste toujours sur les échecs et les trucs, compliqués. Et voilà et puis, bah, oui, je ça je pleure, quand ils partent, je pleure et quand ils arrivent, je pleure. Mais on Je le disait, hein, tu peux pas faire les choses à moitié donc mmh, allons-y quoi, ouais. forcément. Est-ce qu'on peut parler de l'Académie Figaro? Ah oui. Ah oui, on peut parler d'Académie Figaro parce que ça, c'est, bah, 2 personnes, dont j'ai pas encore parlé parce qu'on en arrive maintenant, mais Jean-Bernard Leboucher qui est le président de la classe Figaro Benito et Marcus Hutchinson, le vice-président.
qui sont vraiment, à l'origine, de ça. Donc c'est une vision, le monde de la course au large a changé. On vient plus faire du Figaro pendant 10 ans, pendant 20 ans, comme autrefois, parce que l'environnement a changé, que la classe 40, qui a une vingtaine d'années, a grandi, que maintenant les gens vont faire, ont un objectif d'aller, dans leur carrière, professionnelle, d'aller faire, des courses, voilà, sur des supports de plus en plus grands, ce qui était pas forcément le cas autrefois. Et il y a mmh, tout le monde a pas forcément, compris ça, voilà. Et donc on est vraiment, la 1re, classe, professionnelle dans le milieu de la course au large. Je dis pas qu'il y a pas des professionnels à la classe mini, mais c'est vrai que et j'adore cette classe, mais on a beaucoup de gens qui viennent de la classe mini et c'est un vrai endroit, voilà, donc on pourrait dire une sorte de maternelle où un petit peu tout le monde se côtoie. Et puis on arrive un petit peu à la classe, Figaro Beneteau parce que on a envie d'en faire son métier et on arrive, comme, voilà, une légende en devenir, ou en tout cas, parce que, on a envie d'en faire son métier. Et là, c'est vraiment là que tout peut commencer. Et donc l'académie, ça permet, heu, depuis quelques années où, voilà, tout a un petit peu évolué, changé, de proposer une marche, une entrée dans la course au large, sur un support donc qui est monotype, qui permet de réunir et à la fois les gens qui viennent de la voile olympique, des supports, comme ça, et les gens qui viennent, plus de l'habitable. Sur un support, on a tous le même bateau. Et puis ensuite, ben, en fonction du vécu de chacun, de l'expérience, notamment nautique de chacun, on a des choses différentes à apprendre, mais on le fait tous ensemble, avec un enjeu qui est moindre. Il n'y a pas ce fameux championnat de France. Et ça nous permet aussi de faire des courses en duo, pas mal, en équipage, pour que les plus anciens qui sont un peu disponibles ou sollicités puissent venir, partager, transmettre. Et on avait vraiment cette idée-là, je me souviens un soir avec Marcus, on avait un peu essayé d'inventer une course, qui ferait toutes ces choses-là il y a 4 ans. Et puis, après on s'est dit: «Ah, finalement on est en train d'inventer le tourvoile», par exemple, qui existe déjà. Et donc, voilà, on a eu, en tout cas eux, vraiment cette intuition qu'il fallait, faire ça. Et puis, bah, comme toujours, hein, moi je suis partie bille en tête en me disant: «Oui, c'est exactement ça qu'il faut faire». C'est-à-dire qu'il faut que cette classe, elle garde son côté élite. Il faut que ce championnat soit conservé, que ces gens puissent, faire leurs courses, travailler, et qu'on puisse préparer, les uns et les autres à venir faire, la Transat Paprec et la Solitaire, du Figaro, qui sont des épreuves, incroyable. Je crois qu'on le dit pas assez physiquement et tout ça, enfin, les coureurs le disent, hein, mais c'est super dur. Et tu peux pas te lancer, comme ça sans avoir un petit peu, découvert le support, ne serait-ce que pour les directeurs de course qui sont garants de la sécurité de tout le monde. Nous, on a à cœur de leur envoyer des bisous, qui sont déjà un petit peu, dégrossis et capables, pour eux et pour, les autres, d'assumer, toutes les choses qu'il y a à faire. Et puis de pas se casser la gueule non plus, tout de suite, en venant faire un truc qui serait trop difficile et de les dégoûter. Tu évoquais, la Solitaire du Figaro, bien sûr, et la Transat Paprec qui a beaucoup évolué, hein, évidemment, maintenant qui est, parce que ça a été voulu par le sponsor, justement, en double mixte, signe fort, hein, du sponsor d'imposer, ça. Je retrouvais une citation que tu avais, dite, c'était, «On a pu manquer de combattants par le passé, il a fallu dépasser les critiques. Ce qui est vraiment positif, c'est que ça a fait émerger des profils de mercenaires chez les navigatrices que seuls les hommes avaient avant». Hem les combattants, c'était qui les combattants qui manquaient, et surtout les critiques qu'il a fallu, voilà, qu'il a fallu dépasser, les oreilles qu'il a fallu peut-être un peu se boucher pour pouvoir, faire avancer et faire, émerger cette initiative, magnifique? Alors, initiative magnifique, j'en conviens. Alors il y a beaucoup de questions dans ta question. Alors déjà, je veux revenir sur l'histoire de mercenaires, heu, Mmh. parce que j'ai pris une petite volée de bois vert, bien méritée, de la part notamment d'une navigatrice
qui m'a dit: «Bah, ouais, merci, les mercenaires parce que nous, on est vraiment payés avec des lance-pierres et quand, à l'époque où les co-skippers étaient des hommes, ben, c'était pas ces tarifs-là» et voilà. C'était intéressant et plutôt, pertinent de sa part, je la citerai pas pour ça a pas d'intérêt, mais pour Au moins de le c'était souligner, quoi. Mmh. oui, c'était intéressant de me faire part de ça, pour que je me rende compte que le pari était pas non plus, complètement arrivé, jusqu'au bout de son objectif, qu'il y avait encore, certainement, des choses à faire. Parce qu'évidemment, on a le vernis, on a le côté, génial, il y a de plus en plus de femmes et tout ça, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que, ben, il y a le comme dans le reste de la société, Bien voilà, sûr. les salaires des femmes, sont toujours pas équivalents à ceux des hommes, voilà. J'ai pas du tout de commentaires supplémentaires à faire sur ça, mais voilà, ça c'est dit. Ensuite, pardon, les critiques. Les critiques, ben, tout le monde s'y attendait pas et moi, un peu. Et c'est vrai que, bah, ça a pas plu à tout le monde et encore aujourd'hui et encore, quelques jours avant le départ là de cette, édition 2025, voilà, il y a des hommes notamment, et d'un certain âge qui m'ont dit, «Bah, ouais, mais voilà, bah, c'est très bien, mais maintenant il y en a plus que pour les femmes et puis moi, bah, je pourrai plus jamais faire la transat parce que, ben, maintenant, il faut prendre des filles» et des mecs qui m'ont dit: «Bah, nous, on a pris des filles par défaut parce qu'on aurait préféré naviguer avec nos potes» et voilà. Donc c'était pas très simple. Aussi quelque chose qu'on à mon avis, on n'a pas assez dit, mais il y a, des hommes qui m'ont dit: «Bah, moi, je la ferai pas cette course parce que ma femme, elle me laissera pas partir Avec une autre avec femme. une nana pendant 3 semaines». Voilà et je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis juste que ça existe et que ça, enfin, ça c'est comme les salaires, il faut en parler, c'était un véritable sujet. Après, bah, c'était très bien de pas forcément en tenir compte et d'avancer parce que ça a lieu et moi j'attends avec impatience. Je sais pas si je serai toujours en activité le jour où on sera plus obligé d'imposer qu'il y ait des femmes, et que ça se fera naturellement. Voilà. Justement, c'est ça que je voulais te demander, c'est ces histoires de quotas, de on impose, j'aurais bien voulu avoir ton avis justement sur ce sujet-là. Je reprends, volontiers à mon compte, sachant que je suis pas non plus un marin, mais la ce que disent, Élodie, Charlotte, Laure, pour ne citer qu'elles, voilà, ou Sophie, on est des marins comme les autres. C'est-à-dire que parfois sur les podiums ou avant les podiums, on a tendance à nous dire: «Ah bah, on va lui donner un bouquet de fleurs», voilà, mais pourquoi on ne donnerait pas aussi des fleurs aux garçons? Et pourquoi, voilà, je trouve que les quotas, c'est important, c'est génial et ça a vraiment fait avancer, mais il faut savoir, aussi, entendre qu'on est dans un sport mixte. Mixte. Donc Mmh. à un moment, si, c'est un sport mixte, voilà, c'est bien parce qu'il y a un vrai déficit de femmes de faire avancer les choses. C'est très important et je trouve ça génial et quand il y a un déficit, il faut arriver à le combler. Mais on est quand même dans un sport mixte, donc sans cesse dire, quand elle arrive, 10e, c'est la première femme, bah, pourquoi le premier garçon avec un chapeau bleu, serait pas non plus, avec son bouquet de fleurs. Donc je fais attention aussi, à ce que ça se soit respecté, parce que les filles parfois, elles ont du mal aussi, quand elles sont avec, heu, voilà, avec leurs copains, les autres marins, de dire: «Ah bah oui, bah moi je vais monter, sur le podium juste parce que je suis une fille». Voilà, c'est pas, mmh, après c'est un équilibre et on trouve ça et puis il y a aussi, bah, le poids du passé, des choses qui sont en train d'évoluer. Il faut, voilà, je refuserai jamais qu'on offre un bouquet de fleurs à une fille parce que, beh, voilà, mais je trouverais ça chouette qu'on puisse offrir un bouquet de fleurs aussi à un garçon parce que j'ai envie que qu'on continue à prouver que c'est un sport mixte et que donc c'est pour tout le monde. Mais Ouais, et sur le vélo, sur, le Tour de France, sur le podium, ils ont des bouquets de fleurs, hein, les gars, donc y a pas de il faut y aller. Une caricature, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que,
faut pas perdre de vue que c'est vraiment très important et que toutes ces initiatives en faveur des femmes, sont capitales et que moi j'y passe aussi beaucoup de temps, mais qu'il faut pas perdre de vue que c'est un sport mixte et à un moment, faudra être capable de refaire, le chemin, pour que ce soit vraiment équitable. Vraiment la balance. Qu'est-ce que tu as encore comme envie, Éléonore? Professionnellement, on est d'accord? La question est ouverte. Alors en tout cas professionnellement, j'ai envie de de trouver, des moyens pour cette classe, pour pour me faire aider, pour pouvoir faire les choses, plus posées, pour pouvoir prendre le temps qu'il faut pour faire les choses et pas être tout le temps dans l'urgence, du truc d'après. J'ai envie, heu de transmettre, j'ai envie que toutes les petites jeunes filles, qui vont écouter ce podcast se disent, «Tiens, si tu fais des études, parce que c'est ça que tu fais à ce moment-là, enfin, rien n'est impossible». Que tu peux refaire des petites formations dans ta vie, continuer, suivre le fil, hem, que si tu as envie, si tu souris, même si parfois c'est difficile, Hem, ben, il y a des mains qui vont se tendre, partout et que tu finiras peut-être par avoir, par faire des choses, chouettes et qui te passionnent. En fait, j'ai envie de dire, autant que possible, pour vous et pour vos enfants, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on y passe quand même pas mal de temps au travail, c'est de faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous donne envie d'y aller le matin et c'est pas tant ce que tu vas gagner, de mon point de vue, hein. Je vais avoir 56 ans, l'âge de la solitaire, je serai jamais propriétaire, de mon appartement, mais en vrai, je m'en fous parce que je suis heureuse de faire, ce travail-là, d'avoir cette vie-là et je crois qu'il y a pas de sujet. C'est vraiment, ce qu'il faut atteindre, de mon point de vue, avoir envie d'y aller chaque jour. Je C'est pas compliqué donc je souhaite ça à tout le monde. Tu te sens riche de quoi aujourd'hui? Bah, donc à presque 56 ans. Je me sens riche, des gens, je me sens riche, de mon entourage, de mon expérience, je sais pas. Ouais, je sais enfin voilà, je me sens libre, plus que riche. Merci beaucoup, Éléonore, d'avoir été, l'invitée de Navigante. On va rester sur cette phrase-là: «Je me sens libre». Je trouve que ça te caractérise, particulièrement, bien. On va te laisser à tes occupations parce que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot qui arrive. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent là derrière la porte. Juste pour dire à nos auditeurs et nos auditrices, effectivement, Éléonore, elle revient donc de cette transat. Alors elle s'est enfermée dans un petit bureau pour être à peu près tranquille le temps du podcast, mais là, il va falloir la libérer parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'elle et besoin d'échanger avec elle pour la suite de la saison. Merci beaucoup, Éléonore. Merci Hélène, merci à Tip Shaft et puis, un petit coucou à toutes les personnes qui sont passées dans Navigante avant, hein, parce que je les ai écoutées, Eh ben, merci beaucoup. Le message évidemment sera entendu et passé. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft. C'est gratuit. Elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.